Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de confinement et ses répercussions sur notre mental. Avec notre invité, professeur Nedjari Mohamed, nous allons revenir sur les conséquences psychologiques que nous subissons à cause du confinement et comment gérer cette période pour ne pas sombrer dans la dépression. Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. C'est une situation inédite en Algérie. C'est pour ça qu'on a été un petit peu obligé de faire l'entretien par téléphone pour vous laisser du temps à vous et à vos patients. Donc, je tenais à vous remercier une seconde fois. Maintenant, pour revenir à ce qui est en train de se passer en Algérie, c'est une situation assez spéciale. On ne pensait pas qu'un jour on allait vivre un moment pareil. Il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Il y a une certaine détresse psychologique qui est en train qu'on voit concrètement. Est-ce que cette détresse, est-ce que ce mal-être dont souffrent les Algériens était prévisible? Non, dans un premier temps, j'ai envie de vous répondre par non. C'est une situation quand même nouvelle qui a touché un nombre important de pays dans le monde et qui a surpris, je dirais, un nombre important de pays dans le monde. Donc, si vous voulez, cette détresse n'était pas forcément prévisible. Même si on avait des échos comme quoi en Chine, ils étaient en train de faire un confinement total. Donc, peut-être qu'on aurait pu se dire ça pourrait nous arriver, comment on allait réagir. Si vous étalez ça dans la chronologie, oui, effectivement. D'accord, ok. Étant donné que la Chine a été le premier pays touché, on avait peut-être un peu plus de recul pour dire tiens, les gens qui ont été confinés en Chine ont quand même souffert de certaines choses, il pourrait que ça nous arrive. Mais ça reste, le caractère surprenant demeure, quel que soit... Tout à fait. Malgré ce décalage, je dirais, par rapport à la Chine en termes de début de l'épidémie. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que c'était pas si surprenant que ça, parce qu'à chaque fois que vous mettez les gens dans une situation où ils sont privés de leur liberté, privés entre guillemets de leur liberté de circuler, c'est vécu comme une frustration. Tout à fait, oui, c'est ça. Et la frustration peut générer effectivement un malaise. J'irai pas jusqu'à forcément la détresse, mais ça peut se transformer en détresse dans des cas un peu particuliers. Voilà. Il y a une certaine logique quelque part il y a un lien entre confinement et détresse, mais pour être un peu soft, je dirais malaise. Oui, voilà, en fait, oui, tout à fait. Peut-être qu'on n'a pas encore le recul pour voir les répercussions réelles. C'est-à-dire, je me pose la question si ce ne sera pas après qu'on va vraiment connaître les vrais dégâts. Sur le plan psychologique, il y a des conséquences immédiates possibles, mais il y aura aussi des conséquences post-immédiates, voire des conséquences différées. Tout à fait. C'est-à-dire que ça dépendra aussi de la négociation qu'aura fait l'individu, négociation au sens psychologique du terme. Tout à fait, oui, tout à fait. Par rapport à cet événement qu'il aura vécu. D'ailleurs, en parlant de négociation, à votre avis, quelles sont les personnes les plus vulnérables qui n'arrivent justement pas à négocier avec eux-mêmes, qui sont vraiment psychologiquement très fragiles? Vous venez de répondre à votre question. C'est généralement les personnes fragiles. D'accord, ok. C'est les personnes fragiles au sens psychologique, encore une fois du terme, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas forcément tous les bons mécanismes de défense pour négocier cette frustration et ce confinement, si vous voulez. Il ne faut pas oublier que derrière le confinement se cache une autre angoisse. Pourquoi on a préconisé le confinement? On a préconisé le confinement parce qu'on avait une épidémie due à un virus qui peut, dans une certaine proportion, être mortel. Ah bah oui, tout à fait, l'angoisse de la mort. Là, c'est encore pire. Voilà. Oui. Et c'est ça aussi, c'est un sujet qui est plus important à prendre en charge
par rapport au confinement. Parce que si au confinement, il va y avoir des conséquences qui vont, je pense, être plus des conséquences ressenties dans l'immédiat et le immédiat, mais l'angoisse liée au fait d'avoir peut-être échappé à la mort serait une conséquence qui sera vécue dans des délais un peu plus différés et elle serait de plus grande importance. Tout à fait, tout à fait. Et justement, en parlant, quand je vous ai dit par rapport aux personnes plus vulnérables et personnes fragiles, il y a des personnes qui ils pensaient pas réagir d'une façon aussi mal à ce confinement. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des personnes qui se croient forts, mais à un certain moment, dès qu'ils sont face à la réalité, face au confinement, face à la privation de liberté, ils s'effondrent complètement. Parce que, oui, justement, psychologiquement parlant, nous avons des mécanismes de défense que nous utilisons dans les situations où nous sommes anxieux, pour se débarrasser d'anxiété, pour s'adapter, pour chercher à mieux. Oui, mais tant que vous n'avez pas encore vécu cette situation, vous n'allez pas savoir est-ce que vous disposez des armes nécessaires pour affronter. Voilà. Donc, une fois que vous êtes au milieu du combat, au milieu de la lutte, vous allez vous apercevoir de vos capacités ou plutôt de vos lacunes. Voilà. Et à ce moment-là, vous allez dire, ah, mais moi, j'ai toujours été un type fort. Vous avez toujours été un type fort devant les événements que vous avez vécus. Mais chaque événement a sa spécificité. Tout à fait, tout à fait. Et chaque événement a un caractère pédagogique pour l'individu, pour qu'il puisse, comment dirais-je, s'armer autrement, s'armer mieux pour l'avenir. Tout à fait. C'est ça. Finalement, par exemple, perdre un emploi ou perdre une personne proche ou avoir un accident. C'est vrai, c'est selon les ressources qu'on réagit à chaque situation différemment, finalement. Exactement. Voilà, c'est aussi le type de vulnérabilité qu'il y a en nous. Nul n'est parfait, donc chacun de nous a sa vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, c'est elle qui va, si vous voulez, être mise encore plus en danger en face d'un événement stressant, d'un événement angoissant, d'un événement... et quand je dis événement stressant, vous devinez aussi qu'il y a des degrés. Bien sûr, tout à fait. Voilà, il y a des degrés à ces événements stressants. On va de l'événement banal, qui est quand même stressant, à quelque chose qui serait extrêmement grave, tout à fait, pourrait mettre en danger la vie de l'individu, par exemple. Justement, en parlant de danger, là, en fait, ce qu'on est en train de voir sur le net, sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des personnes qui sont tellement à bout, qui se disent, c'est bon, ça y est, je suis en dépression. Est-ce que vous pensez que réellement le confinement peut engendrer une dépression? Le confinement peut engendrer n'importe quel type de trouble. Mais le confinement à lui seul n'est pas suffisant, en fait, c'est ça, pour engendrer des troubles. Il faudrait aussi, encore une fois, qu'en face, il y a une personne fragile, vulnérable, qui n'a pas pu trouver les bons moyens de défense en ce confinement. Ce n'est que la partie apparente de l'iceberg, en fait. Voilà, c'est-à-dire il y a un facteur exogène qui est venu titiller un peu cette personnalité relativement fragile. Et à ce moment-là, la fragilité va se manifester par des symptômes et par des troubles psychiatriques. Mais ça reste quand même une proportion minime. Ce n'est pas non plus qu'on exagère pour dire que je pense que oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dramatiser non plus. La grande majorité des gens sortiront indemnes de ce confinement. D'accord, ok. D'ailleurs, est-ce que le nombre, vous êtes chef de service à l'hôpital d'Et Hossein, est-ce que vous avez vu le nombre de consultations augmenter depuis le confinement? Pas forcément. D'accord. Pas forcément, parce que je vous ai dit que probablement que les conséquences seront post-immédiates ou plus différentes. Par contre, ce qu'on voit, c'est des urgences. D'anciens patients qui ont des difficultés un peu à vivre ce confinement. Mais vous devinez que comme c'est des anciens patients, leur fragilité, elle est exacerbée. Encore exacerbée, ce qui les rend plus candidats à des consultations, mais notamment dans l'urgence. D'ailleurs, nous voyons plus de malades dans l'urgence, mais dans les consultations traditionnelles, classiques, ce qu'appellent les médecins le froid, de manière générale, j'emprunte un peu cette expression à mes amis les chirurgiens, ça se passe un peu plus facilement. C'est-à-dire, les malades viennent, prennent leurs médicaments, discutent un peu de la situation, repartent. On n'a pas de gros soucis.
D'accord. Mais s'il y a à attendre des conséquences Mhm. psychologiques du confinement, probablement que ça mettra un peu plus de temps pour que ça apparaisse. Oui, Dans tout les à fait. semaines après le déconfinement, peut-être dans les mois. Oui, tout à fait, tout Voilà. à fait. D'ailleurs, il y a certains médias spécialisés. Bon, on a parlé du stress post-confinement, mais il y a des médias spécialisés qui parlent même d'un stress post-traumatique. C'est-à-dire vraiment les stress post-traumatiques. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi consistent les stress post-traumatiques? Alors, l'état de stress post-traumatique ce sont des troubles psychiatriques Mhm, qui ont la particularité d'être les seuls troubles psychiatriques, si je peux me permettre, mhm. où le facteur étiologique, la cause est connue. D'accord, c'est déjà, oui, Parce que, c'est au déjà fait, connu. Ce sont des personnes qui vivent Mhm. un événement de vie Tellement violent psychiquement. stressant, extrêmement violent, effroyable, voire. Voilà, c'est ça. Il y a un état de sidération après qui se met en D'avoir place. vu la personne en face de sa propre mort. Oui. C'est-à-dire que quand vous questionnez les gens avec un diagnostic de psychotrauma, Mhm. ils vous disent j'étais sûr à ce moment-là Que j'allais que mourir. j'étais quelqu'un, pas que j'allais mourir, Mhm. quelqu'un qui est mort à Oui. l'instant même. Quelqu'un qui Effectivement. fait un accident grave pendant les quelques secondes où se constitue le scénario de la catastrophe, ou par exemple je fais des carambolages, à ce moment-là, si on arrive posteriori après à discuter avec lui pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là précis, vous direz, mais écoutez docteur, moi à ce moment-là, ça y est, la seule issue à une situation pareille, c'est la mort. Oui, voilà, c'est ça. C'est la même chose quand vous discutez avec des femmes qui ont été victimes de viol, Mhm. c'est la même chose quand vous discutez aux gens qui ont été pris dans un kidnapping. Vous savez autant que moi que là j'ai avec lui des événements Tout à fait. d'ordre stressant extrêmement important en termes de terrorisme et Catastrophe naturelle. Et ce sont des situations où on a eu des cas de psychotrauma. Voilà. La deuxième particularité de cet événement, de ce psychotrauma, c'est que le trouble essentiel pour dire que c'est un psychotrauma, c'est que le patient va vous dire après l'événement, bien après, hein, Mhm. il dit, je suis en train de revivre la scène. Oui, c'est ça. C'est-à-dire le cerveau, il est resté bloqué. Il revit la scène. Mm. Et puis il se réveille à 2 heures du matin dans un état incroyable d'angoisse. Sa femme le secoue, qu'est-ce qui se passe? Et bien il lui raconte que pendant X temps, il a revu la scène, c'est-à-dire Oui, c'est terrible. du Ça. kidnapping ou de la catastrophe, exactement comme si ça se déroulait dans le présent. Oui. Et cet élément est extrêmement important parce que souvent ça se fait vraiment en différé. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, des vétérans du Vietnam Mhm. ont montré des signes de psychotrauma 20 ans après. Ah oui, d'accord. Les combattants Ah oui. algériens, les moudjahidines algériens Oui. et les victimes des violences coloniales Tout à ont fait. montré des signes de psychotrauma bien après l'indépendance. Tout à fait. Sans parler des traumatismes transgénérationnels qui restent dans l'inconscient Voilà, qui c'est-à-dire se transmettent dans l'inconscient des enfants. souvent prend une période de latence où le de répétition, la réviviscence du moment grave est vécu bien après l'événement. Donc il vit une période de latence où il n'y a pas ces symptômes. Il y a d'autres symptômes. Hein. Et c'est ça, en fait. Il est irritable, il devient un peu dépressif. Mais on ne peut pas dire que c'est un psychotrauma dans la mesure où on n'a pas encore mis en évidence un syndrome de répétition. D'accord. Alors, ça, c'est une maladie bien connue. Maintenant, pour dire que les gens qui vont vivre un confinement... Oui, maintenant, je pense qu'avec le recul, c'est un petit peu abusé, effectivement. Voilà, on a fait Oui, une petite parenthèse de pédagogie. Oui, vous avez très bien fait avec ça. On va un peu restituer les concepts. Moi, je pense que, à mon avis, c'est un peu exagéré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rapidement tomber dans des... Oui. Voilà. Oui, il y aura probablement une minorité qui va présenter un psychotrauma. Mais je pense que la minorité qui va présenter un psychotrauma... Ils ont déjà ont été confinés. C'est-à-dire que le psychotrauma est lié au vécu du patient par rapport à l'événement. Ça dépend comment il a vécu l'événement et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce confinement. Tout à fait. Si ce confinement était celui de quelqu'un qui a été diagnostiqué positif et qui a montré des signes de sévérité et qu'il a failli être en réa ou là il a été en réa. Ou bien qu'une personne qui a vu un proche mourir. Ça c'est terrible. Un proche, et vous savez très bien que même les cérémonies de deuil se font de manière très particulière, donc ça empêche un peu les familles à faire le deuil
à vivre la cérémonie. Oui, tout à fait. Ce rituel qui accompagne le mort et qui nous prépare psychologiquement à la séparation. Pour travailler le deuil. À ce moment-là, ces gens peuvent peut-être être des candidats au psychotrauma. Mais le confinement à lui seul, sur quelqu'un qui a un vécu traumatique dans sa tête, ne constitue pas, à mon avis, non, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Une cause flagrante d'apparition de psychotrauma. Sauf si le confinement vient réveiller un ancien traumatisme. Tout à fait. Oui, avec quelques ressemblances. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. En otage et enfermé dans une cave pendant X jours. Oui, ça pourrait effectivement réveiller ces démons. Il est venu réveiller un vieux traumatisme. Oui, tout à fait. Il va faire un psychotrauma, mais les médecins qui vont s'occuper vont tout de suite faire le lien que le psychotrauma n'est pas lié au confinement actuel, mais il est lié à quelque chose, à une situation vécue il y a quelques années, où il y a des parallélismes avec le confinement. Par exemple, quelqu'un qui a été pris en otage, enfermé dans un endroit avec l'idée que probablement il va être assassiné. Oui, effectivement. Mais, ou une personne qui a fait la prison. Mais, à mon avis, les gens qui vont faire un psychotrauma juste parce qu'ils ont été confinés dans la situation que nous sommes en train de vivre actuellement en Algérie. Ça veut dire, c'est un révélateur d'un mal-être qui était beaucoup ancien. Et ça va être une petite proportion. Et en plus, il faudrait que les psychiatres qui vont s'en occuper fassent un bon boulot pour chercher si ce confinement n'est pas lié à quelque chose vécu antérieurement. Tout à fait. Avec lequel il y a eu un lien, une patient a fait un lien entre ces événements parce qu'il y a peut-être quelque chose de commun à ces deux événements. Mais le confinement isolé chez une personne relativement indemne, qui n'a pas forcément vécu des situations importantes en termes de stress et qui gère son confinement avec les moyens de bord, je pense qu'il a très très peu de chances d'être candidat au psychotrauma. Oui, tout à fait. Donc il n'y a pas lieu de s'alarmer. Non, je pense qu'il ne faut pas s'alarmer non plus. Voilà, tout à fait. C'est frustrant, c'est frustrant. D'ailleurs, même les personnes saines, enfin, entre guillemets, si on peut appeler ça saine, c'est-à-dire il y a des personnes qui n'ont pas de traumatisme majeur, il y a une anxiété qui se développe. Donc alors là, les personnes qui ont du traumatisme. S'angoisser dans ce genre de situation, c'est normal. Tout à fait. Parce que d'abord, l'angoisse, ça va vous permettre c'est un symptôme alarme, ça va vous parler, vous dire les choses vont mal, il faut agir. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc l'angoisse peut être justement un élément qui va vous pousser à aller chercher des mécanismes d'adaptation nouveaux, cette situation nouvelle. Donc si monsieur tout le monde, on va dire ça comme ça, a une anxiété, a une angoisse, c'est bon signe, ça veut dire qu'il est bien structuré. Ça veut dire que le cerveau est en train de chercher des solutions pour changer cette situation. Oui. Exactement. Voilà. C'est en rapport avec une fonctionnalité du cerveau qui s'appelle la flexibilité cognitive. D'accord. À chaque fois que vous êtes dans une situation pour laquelle il n'y a pas eu un apprentissage antérieur, c'est-à-dire c'est nouveau pour vous, votre cerveau va essayer d'élaborer des nouvelles stratégies pour s'adapter à cette nouvelle situation, faire de vous quelqu'un qui souffre le moins possible. Très bien, très bien. Voilà. D'ailleurs, en parlant de moins souffrir, quel conseil vous donneriez-vous à nos auditeurs pour mieux gérer cette période de confinement? Alors, c'est vraiment des conseils qui relèvent du bon sens. Vraiment des choses, puisqu'on n'est pas en train de parler de maladie. Là. Bien sûr, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment des... Alors, je pense qu'il faut penser à soi en termes de sommeil. Il faut penser à soi en termes de sommeil, c'est-à-dire qu'il faut garder ses heures de sommeil comme avant, éviter de trop veiller, et, respecter un peu l'horloge biologique. Tout à fait. D'accord ? Oui. Il faut, c'est plutôt des... Allô ? Oui, je suis à l'écoute. C'est plutôt des signes d'hygiène de vie que chose. Donc bien dormir, bien manger au sens équilibré du terme. Bon, l'angoisse fait que parfois on devient dans le grignotage et dans les beaucoup de ménagères pour s'occuper
font des gâteaux, font des... Voilà. Oui, on les voit sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà. Cookies aux enfants pour que... Voilà. Faut pas oublier que le sucre n'est pas le meilleur ami du cerveau. Il faut faire attention un peu, dans la mesure du possible, à tous ces comportements. Mhm. Il faut essayer, dans la mesure du possible, encore une fois, de faire de l'exercice. Oui. Quelqu'un qui habite où il a une petite courette, ou s'il a la possibilité un peu de bouger, ou s'il a un vélo d'appartement. Oui, tout à fait. Voilà. Il faut s'exposer au soleil. Mhm. Il faut ouvrir les fenêtres et les balcons et sortir un peu pour qu'on soit touché par le soleil une demi-heure. Oui, demi-heure, un petit peu de vitamine D. Voilà. Il faut surtout éviter d'être branché H24 sur des chaînes d'information Ah ben oui, qui c'est anxiogène. distribuent des informations sur les coronavirus. Et si vous avez remarqué, ils ne parlent des gens qui sont guéris qu'à la fin. Oui, oui, tout à fait. Mais je n'ai pas encore entendu une seule chaîne d'information commencer par dire nous avons Tout à fait. 600 personnes qui sont guéries de cette maladie. Voilà. Et on commence toujours par dire qu'il y a eu des morts, on commence toujours par dire qu'il y a eu des soucis. C'est-à-dire que parce ce qui est peut-être alarmant, parce que ce qui est alarmant, il est racoleur. Tout à fait. Oh, ben oui, c'est ça. Le malheur fait toujours vendre. Hein. Exactement. C'est les problèmes qui font vendre. On ne parle pas du train qui arrive à l'heure, mais on Tout à fait, voilà, c'est ça. Mais il ne faut pas tomber dans ce genre de travers. Il faut rester. On a besoin d'entendre des informations une fois par jour, ça suffit. Oui, c'est largement suffisant. Voilà. Il y a un journal à 20h, j'attends le journal de 20h. Et voilà. J'écoute c'est le résumé de la journée. Et c'est ça. Voilà. La peine que je me carte d'informations à la minute près pour savoir que tel endroit est mort, tel endroit a pas eu de mort. On manque de... Oui, non, ça c'est vrai que les chiffres concernent les spécialistes. Les chiffres concernent les stratèges pour trouver des solutions. Mais nous, les citoyens, je dirais, normaux, qui ne sont pas concernés sur le côté technique de cette épidémie, préférable qu'on ait des informations vraiment concentrées une fois par jour au Fiha Baraka. Tout à fait. Vous faites très bien de le préciser, parce que la saturation. Il faut rester en contact avec les amis, les collègues du travail, par téléphone, voir un peu ce qui se passe et tout. Les gens qui ont la possibilité de travailler de chez eux par le biais du télétravail. Vraiment respecter les heures de travail comme si on allait au boulot, c'est bien de garder le rythme, de se lever à d'aller dans un coin. S'habiller comme si qu'on allait au travail, effectivement. Il y a même des gens qui préconisent à ce qu'on change d'habit. Oui, j'ai trouvé ça génial. Il y a une personne sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit tous les matins, je me m'habille, je me maquille, je mets mes habits comme si j'allais sortir pour tenir le coup. C'est génial comme idée. C'est pas une mauvaise idée parce que ça permet de... Parce que vous savez, les choses, quand elles sont ritualisées, elles sont moins angoissantes. Tout à fait, c'est exactement ça. Et on ritualise pour moins s'angoisser. En général, les êtres humains ritualisent pour moins s'angoisser. Donc, quand on fait toujours la même chose au même moment, ça peut être parfois ennuyeux, mais derrière cet ennui, il y a le fait que je ne m'angoisse pas parce qu'il n'y a pas d'inconnu, je sais ce qui va se passer dans 2 heures. C'est exactement ça. Voilà, grosso modo, ce que je pourrais dire Maintenant, pour la petite... partie de la population qui souffre déjà de troubles psychiatriques. Oui. Le conseil que je pourrais leur donner, c'est de rester en contact avec leur médecin traitant, voilà, par téléphone. Et à ce titre-là, à l'hôpital de Vélitrocine où je travaille, moi et mon ami et collègue, le professeur Asla du service, et probablement aussi avec notre collègue de la pédopsychiatrie, le professeur Usdir, nous sommes en train de réfléchir à mettre une cellule d'écoute par téléphone. Ah, ça c'est bien, ça c'est très très bien, oui. Comment permettre aux personnes malades ou aux personnes non malades qui veulent poser des questions et avoir des informations sur le plan psychologique en rapport avec le Covid. Ça c'est très bien, oui. Voilà, ça c'est une parenthèse. Je fais un peu de pub. Non, allez-y. Vous savez, justement, j'allais vous poser la question, pourquoi on ne pense pas faire des centres d'appel où il y a des psychologues qui répondent, des cellules de crise en fait? Sincèrement, si on avait plus de moyens technologiques à notre disposition, on aurait fait mieux. Mais bon. Oui, j'imagine, sincèrement, j'imagine. C'est pas le moment de pleurer. C'est pas le moment déprimé. Oui, exactement, c'est pas grave. Alors, je disais donc, c'est pour cette tranche de population déjà malade, il faut garder un lien avec son médecin traitant pour justement
parler un peu du souci. Lui, il va savoir s'il y a quelque chose à changer dans le traitement, quelque chose à diminuer, quelque chose à augmenter. D'accord? Très très bien, Voilà. tout à fait. Exactement. Ne pas éviter l'automédication. Ah non, non, il faut éviter l'automédication. C'est une période difficile, je vais doubler la dose. Non. Surtout pas. S'il y a vraiment intérêt à doubler la dose, il faudrait que ça sorte de la bouche Du médecin. Comme ça, vous êtes tranquille, et c'est ce qu'il est en train de faire, c'est son boulot. Voilà, il ne faut pas prendre ces risques-là. Ces malades, il faut leur faire de la pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut expliquer la situation, comme on l'expliquait à tout le monde d'ailleurs. S'il y a moins de gens qui vont s'angoisser maintenant par rapport au Covid, c'est parce qu'il y a un effet pédagogique qui a été fait. C'est-à-dire que les médias, tout le monde en a parlé. Les gens commencent petit à petit à comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui. Qu'est-ce qui se passe. Quand on explique aux gens aussi tout ce qu'il faut faire en termes de prévention, parce que les gens, par exemple, ne vont pas comprendre pourquoi je suis Bien sûr. Pourquoi je ne dois pas embrasser mon père. Tout à fait. Pourquoi une distanciation sociale de 1 mètre, oui. Voilà, c'est quand même assez particulier en termes de relations humaines, surtout nous les Méditerranéens, mais nous sommes tout à fait, très tactiles. Collades et embrassades, et voilà. Et voilà que tout d'un coup, quelqu'un qui vient nous dire il est interdit que tu fasses ça. Parce que voilà, il y a un virus qui pourrait éventuellement. Ça fait mal au début, mais après les gens bien vont comprendre qu'au fait, ça devient une preuve d'amour. Ne pas embrasser ses enfants. C'est exactement ça. Voilà, ça devient une preuve d'amour. Comme je disais sur une autre, avec l'un de vos confrères il y a quelques jours, l'amour a toujours été un problème de distance. Ah d'accord. Okay. Voilà. C'est bien dit ça. Maintenant, nous vivons une période où exprimer son amour, c'est justement... Voilà. Voilà. Et donc l'adage est loin des yeux, loin du cœur. Voilà, tout à fait. Ça prend tout son sens aussi. Prend tout son sens, mais dans un... Il faut voilà, l'interpréter autrement. Bien sûr, tout à fait. Tous ces conseils-là qu'on peut donner aux malades, vous allez deviner que c'est les mêmes conseils qu'on donne à la population générale, c'est-à-dire que les malades suivis en psychiatrie ont besoin des mêmes conseils d'un point de vue bien-être et d'un point de vue prévention et d'un point de vue information, comme toute l'autre population de gens qui ne sont pas malades. Voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Comme vous dites, voilà, le sport, éviter trop les réseaux sociaux, la respiration aussi, faire des techniques de respiration. Oui, celui qui sait faire la relaxation. Voilà, relaxation. De toute façon, maintenant, il y a tout sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Voilà, l'avantage, c'est que maintenant, il y a cet outil qui est Internet et les sites YouTube, vous venez de dire YouTube et autre chose, qui peuvent nous donner... Les médecins peuvent par exemple orienter. Tout à fait. Les malades vers des sites. Ils les visitent, ils voient que c'est quelque chose d'intéressant. Alors ils conseillent aux malades, je te conseille de voir ce site-là. Tout à fait. Voilà, donc voilà. Il y a même des spécialistes qui proposent des séances de yoga par téléphone. Oui, sincèrement, des séances de relaxation. En Algérie, c'est même pas à l'étranger. Donc. Oui, il y a de la mindfulness en Algérie. Tout à fait. Tout ce qui peut aller dans le sens de diminuer, d'apaiser les anxiétés liées à ce confinement, ce sont les bienvenus. Tout à fait. Pour éviter la médication, justement. Pour d'abord se sentir mieux. Oui. Parce que je suis partie à l'extrême. Ces techniques-là dont on est en train de parler peuvent être plus efficaces qu'un médicament. Tout à fait. C'est ce que j'allais vous poser la question. Est-ce que dans les cas extrêmes, vous préconisez les traitements médicamenteux, mais là, vraiment, c'est dans les cas extrêmes. Oui. Quand il y a... vous savez, la médecine, c'est un problème d'indication. Voilà, les médecins ont toujours des médicaments à leur disposition. Oui, mais c'est pas... mais ils ne peuvent utiliser que les médicaments pour lesquels il y a des indications. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, la chloroquine a posé un problème d'indication au départ. Oui. Voilà, le gros problème des gens, enfin des différentes écoles, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'indication de la chloroquine. C'est l'un des problèmes que résout généralement les médecins quand ils sont en face de leurs malades. Ben oui, c'est ça. On arrive aux médicaments dans deux situations. Si je prends la population des gens déjà malades, ça veut dire quoi déjà malades? C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont déjà montré leur fragilité et que dans des événements ou dans des situations antérieures,
c'est des gens qui ont été diagnostiqués, Voilà. les connus en tant que malades. Cette population-là, on va lui conseiller toutes les mesures que j'ai évoquées, Tout à fait. relaxation. Mais, étant donné qu'on sait qu'il y a une fragilité au niveau de leur cerveau, et que cette fragilité doit être protégée par des médicaments, Oui. nous allons ajouter un médicament pour permettre à ces patients-là d'être mieux. Chez la population qui n'est pas malade, on essaie d'éviter les médicaments Mhm. le plus possible. Bien sûr, tout à fait. Parfois, on peut être en face de quelqu'un qui n'a jamais été malade, mais qui traverse Une situation, une période difficile. dû à ce Covid-19 de manière générale, qui nécessite, pour une période réduite, le plus possible réduite, une médication d'anxiolytique ou d'antidépresseur pour le soulager. D'accord, tout à fait. C'est quelqu'un qu'il faudrait surveiller après. Ça, c'est... Pourquoi? Oui. Parce que si on est arrivé à lui préciser quelque chose, c'est que sa fragilité est plus importante que la population générale et qu'il n'a pas pu trouver les bonnes stratégies pour faire face à ces situations frustrantes. Et donc, D'accord, ok. c'est quelqu'un qui nécessitera un suivi, une surveillance après, pour voir un peu comment on pourrait aussi l'aider pour venir, pour qu'il ne retombe pas dans le même scénario. Très très bien, voilà. Après, comme vous dites, il y a aussi d'autres alternatives, la phytothérapie aussi. Vous savez, Oui. quand vous voyez cette histoire de Covid-19, Mhm. Les réanimateurs, les internistes, les infectiologues. Oui, c'est eux qui devraient, oui, tout à fait. C'est à eux qu'on devrait penser, effectivement. Non, c'est des courses. Au moins, ils sont dans une course contre la montre. Je veux dire, ils sont dans du 100 mètres et dans le 100 mètres. Oui. C'est-à-dire, il faut qu'ils fassent vite. Ils sont dans l'urgence, Voilà. effectivement, oui. Ils sont dans l'urgence. D'accord. Et puis viennent des médecins par la suite qui sont dans des situations où le temps, ils peuvent un peu se permettre d'attendre. Nous, les psychiatres, on peut se permettre d'attendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une urgence vitale pour... Donc nous, les gros problèmes apparaîtront probablement après. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Oui, effectivement. Enfin, en espérant, oui, en espérant le moins de dégâts. Les médecins de la deuxième ligne, la troisième ligne, c'est comme au front, quand on fait la guerre. C'est pas tous les soldats qui sont au front d'un coup. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous allez un petit peu, vous allez ramasser un petit peu les médecins enfin voilà. Oui, c'est pour ça que même après, ça serait bien qu'il y ait un accompagnement psychologique obligatoire, même pour tous ces médecins, pour ne pas qu'ils se sentent seuls. Depuis les événements que nous avons vécus en termes de terrorisme et de catastrophes naturelles, les psychiatres sont un peu alertes à ces situations. Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc, je pense qu'il va y avoir rapidement une structure qui sera mise en place. Des psychiatres, si jamais la demande se fait sentir en termes de soutien psychologique au-delà de la fin du confinement. Inch'Allah. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, docteur, professeur Yatek Saha, pour le temps que vous nous avez dédié et donné, et pour nous avoir donné toutes ces informations aussi. On avait besoin d'être rassurés, maintenant c'est bon, on l'est. J'espère que j'ai réussi à vous rassurer. Oui, tout à fait, sincèrement, tout à fait. C'est en vous écoutant que je me rends compte que voilà, les médias, enfin certains médias spécialisés, ils vont pas de main morte. Hein. Donc voilà, là, par rapport au stress post-traumatique, ça va. Dans l'absolu, oui, on peut trouver après des psychotraumas. Oui, bah ça il y en aura, ça c'est clair. Mais après, à hauteur de combien? Faire le raccourci. Tout à fait, voilà. Simplement. Confinement. Avoir vécu le confinement, c'est trop facile en fait. Le raccourci est trop facile. On a besoin d'autres éléments pour pouvoir dire cette personne-là est candidate au psychotrauma. D'accord. Comme ça, la liaison directement confinement égale psychotrauma. D'accord, moi, je ne m'inscris pas dans cette lignée. D'accord, ok, très bien, très bien. Merci beaucoup, docteur Yatek Saha, professeur Yatek Saha. Et à la prochaine, j'espère qu'on aura l'occasion de vous réinviter, mais cette fois-ci physiquement, Inch'Allah, quand tout ira mieux. Restons chez nous. Voilà, tout à fait, stay home. Merci beaucoup, docteur Yatek Saha. Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservi. Podcast et tout.
Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.